Une prestigieuse maison d'édition italienne qui porte le nom de son fondateur, Arnoldo Mondadori. Un gendre qui assume avec charisme sa succession, mais meurt dans la force de l'âge. Deux puissants hommes d'affaires qui jettent leur dévolu sur l'entreprise. Une bataille économique qui devient une guerre juridique. Des avocats, officiels et officieux. Une jeune femme qui fréquente les allées du pouvoir et se rebelle. Des magistrats accusés d'avoir été achetés. Une procureure déterminée. Un juge qui fait son travail. Un président du conseil accusé de corruption et qui parvient à ne pas être jugé. Cela se passe à Milan et à Rome entre décembre 1988 et janvier 2006. Dal momento della mia discesa in campo nell'attività politica, contro di me e contro i dirigenti del gruppo imprenditoriale che mi onoro di aver fondato, sono stati avviati 87 procedimenti penali. Sono state celebrate ad oggi 1561 udienze processuali. Sono state effettuate 470 visite della Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza. Sono stati asportati ed esaminati documenti aziendali per oltre 1 milione di pagine. Sono stati passati ai raggi X oltre 270 conti correnti e depositi presso oltre 50 banche, in Italia e all'estero. Di fronte a questa incredibile persecuzione giudiziaria, io continuerò a difendermi come ho fatto sinora, nella certezza, limpida, orgogliosa, serena, di non aver commesso reati contro la legge e contro la morale pubblica. Au début des années 80, parmi les hommes qui incarnent la réussite économique en Italie, il y a Silvio Berlusconi dans le monde de la télévision et Carlo De Benedetti dans celui de la finance. Tout sépare les deux hommes, leur caractère, leur culture et leurs amitiés politiques. Attiré par le monde de l'édition, Carlo De Benedetti est entré dans le capital de la grande maison d'édition italienne, la Mondadori, dirigée par son ami Mario Formentone. Il est également un actionnaire du groupe de presse indépendant et de gauche qui édite l'Espresso et la Repubblica. Pour faire contrepoids à l'empire médiatique de Berlusconi, Carlo De Benedetti convainc ses amis de la Mondadori et du groupe l'Espresso de fusionner pour donner naissance au plus grand groupe de presse et d'édition italien dont le siège se trouve dans la petite ville de Segrate. Seule ombre au tableau, De Benedetti doit compter avec un actionnaire minoritaire, Silvio Berlusconi. A questo punto comincia la guerra di Segrate. Ici commence la guerre de Segrate. Berlusconi a questa piccola partecipazione Berlusconi azionaria a cette petite nel participation dans le Mondadori capital Espresso, du groupe Mondadori l'Espresso, qui est devenu un groupe unique. Potrebbe fare poco con la sua Son pouvoir serait resté limité se non accadesse. si n'était survenue une tragédie. Mario Formentone meurt. Et donc son épouse, Cristina Mondadori, s'est trouvée dans un moment très difficile. Sans compter cette autre difficulté, son mari avait une fonction importante, il était le président de la Mondadori, elle était confrontée à un problème de direction, de gestion de la famille, et elle avait 4 enfants, encore jeunes me semble-t-il. Sa situation était donc difficile. Elle a considéré, avec justesse, que De Benedetti et son projet pouvaient constituer un point d'ancrage. De fait, la veuve de Mario Formentone et ses enfants signent avec De Benedetti une convention dans laquelle ils s'engagent à lui vendre leurs actions Mondadori dans un délai de 2 ans et à lui donner le statut d'actionnaire majoritaire. Berlusconi réagit par voie de presse et qualifie les manœuvres de son rival de capitalisme cannibale. Berlusconi n'est pas un homme à s'avouer facilement vaincu. C'est un homme qui, selon l'expression anglaise, refuse de dire « je suis mort ». Il tente donc une manœuvre en apparence impossible,
à savoir convaincre les héritiers Formenton, et notamment la veuve Formenton, de revenir sur leur promesse de vente de leurs actions à De Benedetti pour les vendre à lui, Berlusconi. Je suis sûr que les plus chers amis de Berlusconi, s'ils avaient su ce qu'il entreprenait, lui auraient dit « Silvio, tu es fou, ne perds pas ton temps, c'est une chose impossible ». Lui la tente e réussit. Io venni invitato a cena da Berlusconi. Prima di andare a questa cena, io passai dall'avvocato Predieri, che era amico mio e che rappresentava la famiglia Formenton, per chiedergli se era vero che c'erano delle trattative e per cercare di capire com'era possibile che avvenissero delle trattative quando c'era già firmato un patto. L'avvocato Predieri era in compagnia di Luca Formenton. Mi dissero che c'erano delle trattative, che però niente era stato ancora concluso. Abbastanza tranquillizzato dal fatto che lui mi dicesse in ogni modo è una cosa che andrà avanti per tanto tempo. E così qui io mi diressi verso la casa di Berlusconi in via Rovani, dove lui abitava quando ero in città. Arrivai e fui condotto in un salottino al pian terreno, dove a un certo momento entra Berlusconi in compagnia di Fedele Confalanieri. Berlusconi dice: Carlo, io ti devo dare una notizia. Noi abbiamo chiuso un accordo con i Formenton e le azioni dei Formenton sono nostre. Con questo noi siamo passati in maggioranza e questa è la situazione. Io in quel momento mi irritai, mi arrabbiai moltissimo perché ero reduce da un colloquio con Luca Formenton e con il loro avvocato che mi aveva negato una cosa. Gli disse: tu sai benissimo che esiste un patto fra i Formenton e la CIR, per cui questa è un'azione inqualificabile che non può passare e tu ti stai comportando come un mascalzone. Allora lui diventa pallido e, guardandomi fisso così, diceva: anche De Benedetti al mio posto avrebbe fatto lo stesso. Dico: questo non vuol dire niente, Benedetti non ha fatto niente, tu hai fatto una mascalzonata, tu sei un mascalzone. Poco fa una nota della Fininvest, la finanziaria di Berlusconi, ha confermato l'intesa con la famiglia Formenton. Il primo segnale viene dalla Consob, che il 29 novembre 89 sospende i titoli Mondadori, ma l'allarme lo lancia il Sole 24 Ore il 1° dicembre. Dà per imminente il passaggio nelle mani della Fininvest delle azioni AMEF della famiglia Formenton. Allora c'era ancora un po' un senso di sacralità. Il y avait alors quelque chose de sacré autour d'un nom, d'une entreprise comme la Mondadori. Et c'est ce qui explique la violence de la réaction. Il défendait un territoire qu'il considérait de l'exclusive compétence d'une certaine typologie socio-économique. C'est pas donné à tout le monde d'oser s'approprier la Mondadori, pensait-il. En fait, c'était possible. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé. La presse commente l'événement avec des termes militaires. Blitz de Berlusconi sur la Mondadori. Berlusconi conquiert la Mondadori. Au cours de la conférence de presse qui entérine la volte-face des Formenton, les visages parlent d'eux-mêmes. Maître Dotti, pour Berlusconi, officie édicte. Maître Ripa di Meana, pour De Benedetti, encaisse. Comment furent convaincus les Formenton? Évidemment, je ne connais pas le montant du chèque.
Je pense qu'il y a eu des facteurs d'ordre politique, moral et vraisemblablement d'ordre économique. Le problème de Berlusconi consistait à offrir un prix. Et puis Berlusconi est un grand séducteur. Il ne s'est pas contenté de dire « je te propose un prix plus élevé et tu m'appelles si ça te va ». Non. Berlusconi est un conquérant d'individus plus encore que d'entreprises. Et il a évidemment mis en œuvre toutes ses capacités pour convaincre, pour séduire. C'est un homme qui sait y faire. Bien entendu, il y avait l'obstacle constitué par l'engagement précédent. Obstacle qui aurait dû empêcher la famille Formenton de prendre en considération une offre plus élevée. Mais cela, c'est l'objet de la bataille juridique Mondadori. De Benedetti, désormais minoritaire au sein de la Mondadori, réagit sur le terrain légal. Une clause de la convention signée avec la famille Formenton prévoyait en cas de litige l'arbitrage d'un conseil de sages. Nous avons entrepris la procédure d'arbitrage en toute tranquillité. La convention entre De Benedetti et la famille Formenton était tellement précise qu'il ne pouvait pas y avoir de risque pour nous. Nous avons choisi notre arbitre, un professeur de droit et avocat très connu, le professeur Pietro Recigno. La partie adverse choisit le professeur Natalino Irti, lui aussi très connu en Italie. Et comme nous ne parvenions pas à nous mettre d'accord sur le troisième arbitre, conformément à ce qui était prévu par la Convention, il fut désigné par le premier président de la Cour de cassation, qui choisit son Excellence Pratis, qui était parti à la retraite depuis peu, en qualité d'avocat général de la Cour de cassation, c'est-à-dire le numéro 2 dans la hiérarchie. Il présida le collège arbitral. Ces nominations se font en janvier-février. En juin, la décision des arbitres est prononcée en une centaine de pages. Ils avaient interrogé des témoins, ils se sont fait expliquer certains points. Ils n'ont pas examiné la convention à la hâte. Ils ont procédé à de nombreuses réunions et 6 mois après, ils sont parvenus à un arbitrage très argumenté, très précis et qui donnait totalement raison à De Benedetti. Berlusconi n'est plus le patron de la Mondadori. La convention avait prévu que l'avis du Conseil des sages serait sans appel. Le camp Berlusconi passe outre à ce qu'il considère comme une clause de style. Nous contestons. Les arbitrages peuvent être contestés en cour d'appel, donc nous déposons un recours. Ou plus exactement, les Formenton déposent un recours. L'appel interjeté par Berlusconi et la famille Formenton est déposé auprès du palais de justice de Rome. Situé sur les bords du Tibre, les mauvaises langues l'appellent le port des brumes, là où les affaires s'enlisent. Le dossier est confié au juge Vittorio Metta. L'enjeu porte sur 16 millions d'actions Mondadori, d'une valeur estimée à 170 millions d'euros. Nous nous sentions encore plus sereins qu'auparavant. Nous l'étions avant l'arbitrage, bien qu'on ne sache jamais. Mais après la décision du Conseil des sages qui nous avait donné raison à 100%, nous pensions qu'il ne devait pas y avoir de problème. La sentence d'appel nous a donné complètement tort. Nuova svolta nella battaglia per il controllo della Mondadori. I giudici della Corte d'Appello di Roma hanno dato ragione ai Formenton, annullando l'obbligo di vendere la quota della famiglia alla CIR di De Benedetti. Da 13 mesi la Mondadori è così oggetto di una contesa che ha portato a 2 rovesciamenti di fronte. Prima la vittoria di Berlusconi, presidente per 5 mesi, poi la ripresa della CIR, che riconquistò la gestione alla fine del giugno scorso. La sentenza di appello di oggi ribalta la situazione. Il contratto non era valido. I Formenton dunque non sono tenuti a vendere a De Benedetti e potranno unire la propria quota a quella dell'altro ramo della famiglia e di Berlusconi. Ce fut un moment pénible. Parce qu'on se rendait compte que quelque chose n'allait pas. Cette sentence, la manière dont elle avait été élaborée, le temps mis pour l'élaborer, son contenu,
nous laissaient très perplexes. Éclatante sur le plan judiciaire, la victoire de Berlusconi dans la bataille Mondadori va se heurter à la fronde des journalistes de l'Espresso et de la Repubblica. Il se résoudra à un compromis. À lui, les éditions Mondadori et l'hebdomadaire Panorama, à De Benedetti, l'Espresso, la Repubblica et les journaux de province. 3 ans plus tard, en 1994, il jette son dévolu sur la politique, crée un parti, Forza Italia, gagne les élections et devient président du Conseil. La sentence de la Cour d'appel de Rome semble oubliée lorsqu'en 1995, Maître Dotti, devenu député et président du groupe Forza Italia au Parlement, reçoit une convocation du parquet de Milan. Io ci sono andato tranquillamente, non immaginando a che cosa potessero riferirsi queste domande. E poi quando sono lì è stato tutto molto chiaro. Loro avevano trovato un libretto al portatore che era stato dato da me a Berlusconi, e non il contrario, era un libretto, mi risultava che io l'avevo dato a loro. Allora mi è venuta in mente la circostanza che ho spiegato tranquillamente ai magistrati, anzi ho chiesto un paio di giorni di tempo e ho fatto un rapporto scritto, documentatissimo, e la vicenda era questa, che qualche anno prima, io avendo bisogno di mezzi finanziari per aiutare una mia amica, avevo chiesto al gruppo un'anticipazione sulle mie parcelle, perché io le facevo alla fine dell'anno, lì avrei dovuto aspettare ancora dei mesi per fare le parcelle. Ho detto: guardate, io ho bisogno di una certa somma per mie necessità personali, se voi potete anticiparmele. L'amministratore ha detto: chiedo al dottor Berlusconi. Dopo un paio di giorni mi ha detto: il dottor Berlusconi ha detto va bene, però te ne anticipiamo dal conto personale di Berlusconi, perché altrimenti ci devi fare le fatture adesso. C'è una specie di anticipazione sulle fatture che farai. Grazie, mi hanno trasferito questi importi che io ho messo subito su un libretto con un nome di fantasia, e da questo libretto ho prelevato gli importi che servivano a questa persona amica che aveva bisogno. Unica domanda: chi è la persona che lei ha dovuto aiutare? La signora Stefania Ariosto. Io e Vittorio dovevamo sposarci. A un certo momento lui ha comprato una casa e la stava arredando, noi vendevamo mobili antichi, e un giorno è venuto da me e mi ha detto: guarda, ho deciso una cosa, voglio comprare 2 cassettoni Luigi XVI, i maggiolini, più delle sedie, perché voglio completare l'arredamento della casa, così poi tu ti trasferisci a vivere con me. Lo stesso giorno che li hai ricevuti ha detto: ah, devo subito pagarti, Stefania. Dico: grazie, che gentile. Dico: non capita che un cliente paghi subito così immediatamente. Dice: ci vediamo domattina in banca. Mi ha dato un appuntamento in banca e saliamo. Dico: va bene. Mi sono presentata in banca, anziché darmi un suo, come dico, un suo assegno, oppure fare un bonifico, oppure non so, altri mezzi di pagamento, mi ha messo in mano un libretto che proveniva da precedenti libretti della Mondadori sequestrati. Déposée en espèces dans une banque milanaise, cette somme n'a attiré l'attention des enquêteurs que 5 ans plus tard, lorsque le parquet de Milan a ouvert une information judiciaire sur des malversations financières au sein de la Fininvest, le groupe de Berlusconi. Cette découverte fortuite va révéler une affaire de corruption mettant en cause Berlusconi, ses avocats et des magistrats romains. Si presentano in ufficio 2 funzionari, cioè 2 graduati della Guardia di Finanza, dunque un tenente e un capitano della Guardia di Finanza, e mi dicono: signora, ci risulta che lei ha incassato questo libretto di 200 milioni, volevamo sapere se era una tangente oppure che cos'era. Beh, io mi sono inferocita subito, ho detto: guardi, io di tangenti non ho mai prese nella mia vita, io faccio qua un mio lavoro, semmai ho detto, evaderò qualcosa, perché sicuramente, ma per questo, ho anche chiesto il condono.
Dico, però, dico, di tangenti non se ne parla proprio. Così mi sono arrabbiato, dico, guardi, le tangenti, dico, dovete chiederle a quelle persone là. E c'era la fotografia dietro di me, e c'era Silvio Berlusconi ed altri. E dice, perché? Dice, il premier è corrotto. Dico, il premier è corrotto. E allora, insomma, lì è cominciata la storia dei libricini neri, dove sono, dove non sono. Dico, guardi, io non so nulla di queste cose, ad ogni buon conto, dico, addirittura si pagano i giudici, e quindi da lì mi sono rovinata, capisci? Cioè, mi sono rovinata nel senso che non sono più potuta tornare indietro. Stefania Ariosto, avec son compagnon maître Dotti, a été reçue chez Berlusconi. Elle a également côtoyé son avocat romain, maître Cesare Previti. Le témoignage qu'elle livre aux enquêteurs de la brigade financière est factuel, détaillé et explosif. A Roma c'è un circolo della Canottieri Lazio, si chiama, dove è un posto così di divertimento, c'è una piscina, c'è un gioco del calcetto, e lì solevano incontrarsi Previti, Squillanti e anche altri giudici. E una sera io sono stata solo 2 volte, una di queste sere ho visto che nel parcheggio l'avvocato Previti richiamava Squillante, il suo autista, e diceva: Renate, stai a scordare questa, e aveva una busta gialla in mano contenente dei denari, che precedentemente io avevo visto in bagno, perché la signora Previti l'avevo accompagnata al bagno e mi aveva detto: tienila un attimo questa busta, perché la dobbiamo dare poi al giudice Squillante. Bene. Poi l'altro fatto di corruzione è stato quello in casa di Cesare Previti, appunto, dove c'erano tanti altri personaggi, e vicino a un tavolino si dividevano, credo, un acconto di compenso su una vittoria giudiziaria, credo che fosse un lodo Mondadori, adesso non ricordo bene esattamente, ma penso di sì. Au cœur du système de corruption dénoncé par Stefania Ariosto se trouve Cesare Previti, avocat du barreau de Rome, député et ministre de la Défense dans le premier gouvernement Berlusconi. Previti era molto amico, ecco, diciamo, di Berlusconi, era un fiduciario importante sulla piazza di Roma, non soltanto dal punto di vista dell'attività giudiziaria, ma anche da quello politico, perché Previti aveva diversi agganci, come tutte un professionista importante su Roma non può non avere anche i suoi collegamenti con la politica, i suoi punti di riferimento, e Berlusconi, imprenditore brianzolo, per lui il mondo romano non è che fosse così familiare, e credo che Previti gli abbia fatto un po' da apripista nel mondo della politica romana e anche nel mondo giudiziario romano. Questo certamente era è un avvocato che ha ottime amicizie nei palazzi del potere, compresi i palazzi di giustizia. Ma questo non vuol dire ancora assolutamente nulla, intendiamoci. L'avvocato Dotti era l'avvocato di Fininvest per Milano, e si diceva che Dotti fosse l'avvocato degli affari legali e che Previti fosse invece l'avvocato degli affari illegali. Ecco. Si diceva. Previti è anche lui un avvocato civilista, e mi risulta che abbia seguito anche altri clienti, però ripeto, nel caso delle nostre pratiche non compariva mai ufficialmente. Io posso dire solo questo perché è la pura verità, non smentibile da niente. Menée dans le plus grand secret, l'enquête du parquet de Milan sur les réseaux de corruption au sein du palais de justice de Rome éclate au grand jour le 12 mars 1996. Mani pulite e magistratura, un nuovo clamoroso capitolo. A Roma questa mattina è stato arrestato Renato Squillante, capo dei giudici per le indagini preliminari della capitale, che ha 71 anni. L'accusa è concorso in corruzione aggravata per 2 tangenti che Squillante avrebbe preso per aggiustare alcuni procedimenti. Nella vicenda coinvolto anche l'ex ministro della difesa Cesare Previti. Altri 2 magistrati sono stati indagati per favoreggiamento. L'indomani degli arresti bisogna riportarsi a quel momento là. Questa notizia è esplosa come una bomba atomica su tutti i media, le televisioni, eccetera.
Berlusconi in una dichiarazione pubblica ha detto: va, chiedete all'avvocato Dotti che smentirà completamente l'Ariosto dicendo e dirà che tutto quello che a Fininvest ha fatto è tutto regolare, è tutto lecito e che l'Ariosto ha raccontato un sacco di bugie, una mentitrice, eccetera. Giornata convulsa quella di ieri. Ha cominciato Berlusconi in tarda mattinata. Il leader di Forza Italia ha invitato Dotti a smentire le dichiarazioni di mercoledì sera e a fare chiarezza su questa vicenda che ha giudicato pura fantasia. Credo che l'avvocato Dotti sia attualmente ancora avvocato, anzi sono sicuro che è ancora avvocato della Fininvest, lo è stato per tanti anni, quindi se c'è qualcuno che sa che tutte queste cose sono pure fantasie è proprio l'avvocato Dotti. È lui che ha avuto rapporti con questa cosiddetta superteste e quindi che la conosce bene, quindi mi aspetto che l'avvocato Dotti, che è anche un possibile candidato di Forza Italia, prenda posizione e dica, io l'ho detto ieri direttamente, vi dico, di chiaramente come stanno le cose, non ci basta. Io risposi a Berlusconi in maniera altrettanto pubblica con una lettera rivolta a lui, che poi fu ripresa subito dai giornali e dalle televisioni, in cui gli dicevo che mi pretendeva da me qualche cosa che sapeva che non potevo dare. Le refus de Maître Dotti de désavouer sa compagne Stefania Ariosto sera pour lui lourd de conséquences. Sur le plan professionnel, il perd son principal client, Berlusconi. Sur le plan politique, il est mis à l'écart de Forza Italia et perd son siège de député. Son confrère, Cesare Previti, adopte la stratégie de Berlusconi et traite Stefania Ariosto de mythomane. Il déclare ne l'avoir jamais reçue chez lui. En réponse, Stefania Ariosto exhibe des photos la montrant en vacances sur le voilier de Previti avec les Berlusconi. 15 jours plus tard, la rédactrice responsable de cette publication trouve sa maison de campagne détruite par un incendie d'origine criminelle. La police n'a pas pu établir un lien de cause à effet entre ces deux événements. Le dossier sur la corruption des magistrats romains est confié aux procureurs Hilda Boccassini et Gerardo Colombo. Au terme de 3 années d'enquête, ils demandent le renvoi devant le tribunal de Silvio Berlusconi, accusé d'avoir acheté, par l'entremise de Maître Previti et de 2 de ses confrères, le juge Metta, afin d'obtenir une sentence favorable à ses intérêts dans l'affaire Mondadori. Le procès s'ouvre le 7 octobre 2001 à Milan sous la présidence du juge Paolo Carfi. Les accusés du procès Mondadori étaient à l'origine 5. À savoir l'actuel président du Conseil, M. Silvio Berlusconi, 3 avocats du barreau de Rome, Maître Previti, Acampora et Pacifico, et le juge Metta. En réalité, le dossier de Silvio Berlusconi ne fut pas soumis à notre tribunal. Parce que, pour des raisons de procédure difficiles à expliquer, son cas fut traité séparément. On lui accorda les circonstances atténuantes et son délit fut déclaré prescrit. La Cassazione ha confermato il proscioglimento di Silvio Berlusconi dall'accusa di corruzione per la vicenda del lodo Mondadori. Per Silvio Berlusconi si chiude la vicenda del lodo Mondadori. Respinta dunque la richiesta dell'accusa di processare Silvio Berlusconi e quella della difesa, che chiedeva il proscioglimento, senza la prescrizione. Silvio Berlusconi n'a pas été innocenté du délit de corruption comme une certaine presse tente de le faire admettre. Il a obtenu un arrêt des poursuites au bénéfice de la prescription. Pour ces 4 co-inculpés, le sort est moins favorable. Ils sont renvoyés devant le tribunal de Milan pour l'affaire Mondadori et pour une autre affaire de corruption, au détriment de l'État italien. Les protagonistes étant les mêmes et les faits similaires, le juge Carfi décide de réunir les 2 dossiers dans un même procès, le procès Immiscire Lodo Mondadori. L'accusation portée contre le juge Metta fut d'avoir vendu, oui, disons-le, vendu, la sentence qu'il a rédigée dans l'affaire Mondadori et d'avoir favorisé la Fininvest de Berlusconi. Le juge Metta refuse dans un premier temps de se présenter devant le tribunal, puis accepte de s'y présenter mais refuse de répondre aux questions, se contentant, comme l'autorise le code italien, de lire une déclaration dans laquelle, sans que son visage soit filmé, il réfute l'accusation de corruption. Pour la procureure Hilda Boccassini, les faits sont confondants. Che cosa ci dice Metta? Io vi
porto le prove che ho scritto io questa sentenza e che mi sono avvalso delle segretarie che all'epoca prestavano servizio presso la segreteria della Corte d'Appello. In particolare Metta ci indica due, la signora Cherubini e la signora Bruni. Il pubblico ministero ha sentito queste due persone, non solo, le ha volute sentire tutte le segretarie che in quel periodo prestavano servizio alla Corte d'Appello, perché Metta si poteva essere sbagliato nell'indicare una e quindi era doveroso per il pubblico ministero individuare tutte le persone che prestavano servizio e chiedere ad ognuna di queste se ricordavano l'episodio. Ebbene, proprio le persone indicate da Metta, una le esclude nella maniera più categorica, l'altra, dopo aver avuto per le mani, toccato, visto la sentenza, eccetera, dice no, io non mi ricordo. Comunque, quoi qu'il en soit, abstraction faite de ces éléments, le tribunal a considéré que même si la secrétaire avait dactylographié cette sentence, elle aurait besoin de 5 jours de travail à temps plein, puisqu'elle a déclaré n'être en mesure de taper que 20 à 25 pages par jour. Si nous partons du 23 janvier, la veille de la publication de la sentence, les 5 journées nécessaires à la dactylographie ne pouvaient être que le 23, le 22, le 21, le 19 et le 20. Mais le 20 était un dimanche. Et d'après les documents consultés, il n'apparaît pas que cette secrétaire ait fait des heures supplémentaires, ni en soirée, ni en week-end. Et donc si on exclut le 20, il faut en déduire qu'elle a également travaillé le 18. Et donc, il ne restait au juge Metta que 3 jours pour rédiger une sentence de 120 pages. Sur une affaire complexe du point de vue juridique, à savoir les 15, 16 et 17 janvier. Et cela a paru au tribunal pratiquement impossible, d'autant que le temps habituel du juge Metta pour rédiger une sentence quelle qu'elle soit était de 60 à 90 jours. Tout cela ne pouvait nous conduire qu'à une conclusion. La décision avait été écrite avant que la Cour n'entre en délibération le 14 janvier 1991. Et si tel était le cas, c'était une présomption grave sur la connivence du juge Metta avec une des parties du procès. Deuxième élément à charge contre le juge Metta, des comptes en banque peu en rapport avec le salaire d'un magistrat. Rispetto all'utilizzo di denaro contante da parte di Metta, abbiamo un'ulteriore circostanza che è stata evidenziata anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Noi abbiamo visto poc'anzi che sui conti correnti di Metta confluiscono versamenti di contante. Abbiamo visto che nel 92 viene pagata la caparra di 400 milioni di lire in contanti e abbiamo visto che non veniva prélevata dai suoi conti correnti né tantomeno... L'examen des comptes bancaires du juge Metta a fait apparaître qu'en l'espace d'un an et demi, entre 1990 et mi-91, des versements en espèces avaient été effectués sur ces comptes à un rythme plus ou moins mensuel, pour un montant total qui, je le dis de mémoire, avoisine les 600 millions de lire, avec des versements de 10, 15 à 60 millions de lire à chaque fois.
De plus, en avril 1992, le juge Vittorio Metta verse des arts, ou plus précisément signe un compromis de vente pour un appartement à Rome, d'une valeur déclarée de 500 millions de lire. En réalité, au cours de l'enquête, il s'est avéré que l'appartement avait coûté 900 millions de lire, c'est-à-dire 450 000 euros. Sur ces 900 millions, 150 millions ont été prélevés sur ses comptes bancaires, 350 millions proviennent d'un prêt contracté auprès de la banque. Les 400 millions restants ont été, d'après l'instruction préliminaire, remis en espèces dans une petite valise à la responsable de l'agence immobilière qui s'est occupée de la vente de cet appartement. Le juge Metta a donné une explication sur la provenance de cette somme, qui peut se résumer ainsi, en quelques mots. Il était lié par une étroite amitié avec un autre magistrat romain, particulièrement fortuné, et qui, n'ayant pas d'héritier, l'avait pris en affection et l'avait nommé. Cela fut confirmé par les documents, mais seulement en 1994, c'est-à-dire 3 ans après les faits, à sa mort, parce que ce magistrat est mort, l'avait nommé son héritier universel pour l'ensemble de ses biens, qui s'élevaient à des milliards déposés sur des comptes à l'étranger. Le tribunal a examiné tous les documents bancaires qui avaient été saisis, ceux du juge Metta et de sa famille, et ceux du magistrat qui lui a fait don de sa fortune, aussi bien auprès des banques italiennes qu'étrangères, et nous avons constaté que sur ces comptes, il n'y avait aucune correspondance entre les sorties d'argent du compte du magistrat donateur et les versements en espèces effectués par le juge Metta sur ses propres comptes. Et comme il est singulier qu'un citoyen, surtout si les magistrats dispose de sommes d'argent qui proviennent d'on ne sait où, qu'il dépose en espèces sur ses comptes ou qu'il transporte dans une petite valise, la Cour a jugé que ce fait constituait un indice particulièrement grave de la culpabilité du juge Metta. Pour le parquet de Milan, l'homme chargé de corrompre le juge Metta pour le compte de Berlusconi est son avocat Maître Previti. Pendant 1 an et demi, Maître Previti utilise tout l'arsenal de la procédure pour ne pas se présenter devant ses juges. Il avance des raisons de santé, ses devoirs de député, lui dont les absences au Parlement sont notoires, puis devant la persévérance du juge Carfi, n'hésite pas à user et abuser de son droit de récusation. Processo Imisir Lodo Mondadori, sarà la Corte d'Appello a decidere sulla ricusazione dei giudici milanesi chiesta da Cesare Previti. La ricusazione dei giudici del processo Imisir Lodo Mondadori rimanda alla Camera di Consiglio a mercoledì prossimo e chiama in causa per la valutazione la Corte d'Appello che si esprimerà nei prossimi giorni. Ricusazione firmata da Cesare Previti per grave inimicizia, atto che fa aprire e chiudere in 1 minuto l'udienza. Questo è stato richiesto 7 volte. J'ai été récusé 7 fois. Par 7 fois, la Cour d'appel a rejeté les demandes de récusation. Par 7 fois, les inculpés ont fait recours près de la Cour de cassation. Et par 7 fois, la Cour de cassation a rejeté leur recours. Et ces procédures ont néanmoins eu pour conséquence de paralyser le procès. En outre, au cours du procès, des lois ont été votées au Parlement, qui ont eu des répercussions directes sur le procès en cours, et qui l'ont même bloqué, parfois pour plusieurs mois. Un député de Forza Italia, l'ancien ministre de la Justice Filippo Mancuso,
a dénoncé la mainmise de Previti dans le vote de ces lois, taillées sur mesure pour obstruer son procès. Previti est le véritable maître, encore aujourd'hui, pour tout ce qui concerne la justice au sein du groupe Forza Italia. Toutes ces lois taillées sur mesure, y compris les dernières, ont été élaborées avec le fouet, examinées dans la précipitation, avec des votes sommaires, dans une urgence que rien ne justifiait, si ce n'est la malignité du but poursuivi. Nous avons négligé des lois pour faire passer celles faites sur mesure, que ce soit le lodo meccanico ou la Cirielli, l'ex-Cirielli. C'est l'attitude du voleur qui s'enfuit avec le sac pour ne pas être pris. On a eu des sessions parlementaires de nuit. Songez que pour voter ces lois, nous avons même négligé le vote du budget. La première loi votée par le Parlement italien ayant une incidence directe sur le procès de Milan fut celle concernant les commissions rogatoires internationales. La loi sur les commissions rogatoires internationales fut votée au Parlement en octobre 2001 et stipulait que tous les documents transmis par une autorité judiciaire étrangère devaient être estampillés page par page, feuille par feuille. Imaginez un juge étranger qui transmet des milliers de documents à la justice italienne, obligé de les estampiller feuille par feuille. Jusqu'alors, il suffisait d'une simple lettre de transmission dans laquelle l'autorité judiciaire étrangère confirmait l'authenticité de l'ensemble des pièces jointes. Avec la nouvelle loi, nous aurions dû louer, j'imagine, des camions et des camions pour envoyer l'ensemble des documents acquis en Suisse, à Monte-Carlo ou ailleurs, pour qu'ils soient estampillés. Cela aurait eu pour conséquence de paralyser le procès pour des mois. Le président Carfi, comme tous les juges italiens, passe outre à cette loi et, se fondant sur les traités internationaux, déclare que les documents acquis à l'étranger sont valides. Ce qui amènera le secrétaire d'État aux Affaires intérieures, l'avocat Taormina, à demander son arrestation, sans succès. Une seconde loi fut votée par la majorité de Berlusconi, élargissant les droits d'un prévenu à demander le transfert de son procès d'un tribunal dont il juge le climat peu favorable vers un autre qu'il considère plus serein. Cette loi venait conforter la demande faite par les avocats de Previti de voir son procès déplacé de Milan à Brescia ou à Pérouse et de le reprendre ainsi à zéro. En théorie, l'analyse consistait à dire que le contexte milanais, un contexte partial, tendancieux, ce contexte existait à Milan, mais pas à Brescia ou à Pérouse. C'était la justification formelle de la loi. Cela suscite une question. Brescia est à quelques dizaines de kilomètres de Milan. En réalité, que recherche-t-on? Et c'est là qu'apparaît le caractère personnel et indigne de ces lois. On voulait allonger la procédure pour arriver où? À la prescription. Filippo Mancuso va encore plus loin. Pour dénoncer la mainmise de Previti sur Forza Italia, il adresse une lettre publique au président du Parlement dans laquelle il rapporte une expression utilisée par Previti pour définir ses rapports avec Berlusconi, simul stabunt, simul cadent. Naturellement, la phrase est transparente et elle me fut rapportée par le député Saponara qui la tenait de Previti lui-même, lequel se référait à la dialectique de ses rapports avec Berlusconi. Il dit en substance, si je chute, tu chutes avec moi. Et remarquez le mot cadente qui est au futur. Si je chute, nous chuterons ensemble. Pour le moment, nous sommes debout ensemble. Mais pour le futur, il profère en substance une menace.
La ténacité du juge Carfi finit par avoir raison du député Previti, qui se présente devant la Cour 1 an et demi après l'ouverture du procès. Bene. Ieri ha detto di essere sereno. Prego? Ieri ha detto di attendere sereno questo giorno. Ovvio. Va bene. L'enquête effectuée à l'étranger par le parquet de Milan a révélé que quelques jours après la publication de la sentence Mondadori, qui, je le rappelle, est le 24 janvier 1991, des mouvements d'argent entre banques étrangères ont suscité l'attention du ministère public. Je me réfère en particulier au fait que le 13 février 1991, si je ne me trompe, du compte Oliberian ouvert par la Fininvest, part la somme de 2 732 868 $, qui correspondent alors exactement à 3 milliards de lire, qui arrivent sur un autre compte ouvert sous le nom de Ferido et qui s'est avéré appartenir également à la Fininvest. Le lendemain, 14 février, cette somme est virée sur un compte intitulé Mercier, ouvert auprès de la Banque d'Arrière-Ench de Genève et qui appartient a Cesare Previti. Sa come nei bilanci, nella contabilità della Fininvest veniva poi motivata questi versamenti di prestazioni professionali che non erano documentati. Questo è veramente... Devo rispondere a questo? Sì, se lo sa, perché onorevole Previti. Non rida, onorevole Previti. Io non rido, manteniamo un rispetto anche nei confronti di questo tribunale. Però io credo che sia dovuto il rispetto anche all'imputato e alla sua vita privata. Certamente, no. E infatti lei ha avuto... Credo che non sia un problema di vita privata questo riguarda un problema che dal punto di vista processuale a me serve e che riguarda il problema del comparto estero dei Fininvest, quindi non è... Sì. Ha ragione, ha specificato la rilevanza di questa domanda. In questo processo. Non c'è nessuna imputazione di falso in bilancio. No, cosa c'entra il falso in bilancio? Scusa, cosa c'entra il falso in bilancio? C'entrano i bonifici che partono... Nell'ambito di questo processo, la domanda credo che possa essere ammessa, in quanto l'onorevole Previti ha detto che quelle somme erano relative a sua attività professionale, ha precisato che non c'è fattura per questa sua attività professionale e quindi vogliamo sapere se nella gestione della società Fininvest c'è un'altra voce che giustifichi questi versamenti sotto il profilo di attività professionale. Se lo sa, e se non lo sa, ci fermiamo alla sua risposta. Infatti ho già risposto, questo ho detto che non so. Non lo so. Grazie, mi scuso se... ma non era vita privata, ecco. Quelques jours plus tard, autour du 25 février 1991, si je ne me trompe, la moitié de cette somme, à savoir 1,5 milliard de lire, part du compte de Previti et va sur le compte Carelizza, ouvert par Maître Acampora, là aussi à l'étranger. Ce milliard et demi reste sur le compte d'Acampora pendant quelques mois, jusqu'au mois d'octobre 1991, où 425 millions de lire partent du compte d'Acampora et reviennent sur le compte de Cesare Previti, qui le jour même ou le lendemain les vire vers le compte Pavoncella, ouvert par Maître Pacifico
dans une banque de Chiasso, si j'ai bonne mémoire. Ville frontalière entre la Suisse et l'Italie. La somme à peine arrivée, Maître Pacifico la retire en espèces. Nous sommes le 16 octobre 1991. Après quoi, officiellement, on ne sait pas ce que cette somme est devenue, puisqu'il n'y a plus de traces matérielles sur son parcours ultérieur. Quindi era una somma che lei poi ha avuto in Italia? No. No? No. E può spiegare meglio questo rapporto con Pacifico da questo punto di vista? No, non credo di doverlo spiegare. Io ho mandato questa somma all'avvocato Pacifico nell'ambito dei rapporti nostri che non hanno, a mio giudizio. Quindi lei non vuole rispondere su questa domanda? No, rispondo chiaro. E dico che è una domanda che non ha nessun riferimento. Io non mi posso ricordare tutti i fatti della mia vita, economici, non economici, eccetera, nell'arco di 40 anni. Fino a questo tipo di particolari. Io posso dare risposte di carattere generale e risposte di carattere specifico di fronte a delle precise contestazioni o delle precise domande. Lei mi ha chiesto se ho mandato questi soldi al Pacifico per farli venire in Italia. La risposta è no. Ho mandato questi soldi al Pacifico per altri motivi e mi chiede quali sono i motivi. Io le ho detto che si trattava di una operazione di compensazione, non devo dimostrare nient'altro e quindi mi fermo qui. Quindi non ha intenzione di spiegare meglio questa vicenda poi? No, non ho intenzione, vi è difficile spiegare meglio, non lo so perché le vicende di rapporti vecchi di 10, 15, 20, 30 anni. À la fin de son audition, en réponse à une question de son avocat, Cesare Previti dénonce en ces termes l'injustice dont il se dit victime. Se io mi presento un giorno e dico che l'ho visto lei, Presidente, in una pubblica latrina insidiare un bambino, il pubblico ministero che sente sta cosa, come prima cosa mi deve mettere in galera. E questo è quello che è successo a me, signor Presidente. E di questo lei ha prova in atti. Quindi sospendiamo 10 minuti. Le président Carfi reste impassible devant ce qui apparaît à tous comme une provocation délibérée. En conclusion, le tribunal a considéré que les charges qui pesaient sur les accusés dans l'affaire Mondadori étaient particulièrement graves. En considérant l'ensemble des faits, la rédaction de la sentence dans des délais très brefs, en contradiction avec la logique et avec les délais habituels du juge Metta, qui était, comme nous l'avons vu, de 60 à 90 jours. Le fait que le juge Metta dispose à l'improviste de 400 millions de lire pour l'achat d'un appartement et le fait que les inculpés ne donnent aucune justification sur la provenance de cet argent. Ajouté à ce qui est avéré dans l'affaire de corruption Imicir, à savoir que dans la même période, le même juge, avec les mêmes protagonistes, a écrit la sentence Imicir contre la remise d'une somme d'argent, tout cela a conduit la Cour à déclarer les accusés coupables, non seulement dans l'affaire Imicir, mais également dans l'affaire Mondadori. Buonasera a tutti voi, benvenuti al TG2. Apriamo il nostro giornale parlando del processo Imicir, lodo Mondadori. Questa sera la Corte di Milano ha emesso la sentenza. 8 ore di Camera di Consiglio. Poi Paolo Carfi, presidente della quarta sezione del Tribunale milanese, legge la sentenza del processo Imicir lodo Mondadori. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Milano ha pronunciato la seguente sentenza. Gli articoli 533, 535 e 521 condanna Pacifico Attilio alla pena di anni 11 di reclusione, Previti Cesare alla pena di anni 11 di reclusione, Metta Vittorio alla pena di anni 13 di reclusione. Udienza tolta. Je dois avouer pour conclure
qu'il y a eu des moments où j'ai vraiment pensé que la seule chose importante n'était pas tant la décision que nous étions amenés à prendre, à savoir coupable ou innocent, mais plutôt de parvenir à conclure ce procès. Parce que c'est seulement de cette manière que la phrase gravée dans tous les tribunaux italiens, à savoir « la loi est la même pour tous », prend son sens. Et aussi parce que je crois que cette phrase est la seule qui donne un sens au travail du magistrat. Il governo è del popolo e di chi lo rappresenta, non di chi, avendo vinto un concorso, ha indossato una toga e ha soltanto il compito di applicare la legge. Dal momento della mia discesa in campo nell'attività politica, contro di me e contro i dirigenti del gruppo imprenditoriale che mi onoro di aver fondato, sono stati avviati 87 procedimenti penali, 1561 udienze processuali, 470 visite della Polizia Giudiziaria e della Guardia di Finanza. Di fronte a questa incredibile persecuzione giudiziaria, io continuerò a difendermi come ho fatto sinora, nella certezza, limpida, orgogliosa, serena, di non aver commesso reati contro la legge e contro la morale pubblica. L'ensemble des accusés du procès Immiscire Lodo Mondadori font appel de leur condamnation. Le 23 mai 2005, la Cour d'appel de Milan prononce un jugement contradictoire. Elle condamne le juge Metta, maître Previti et maître Pacifico dans l'affaire Immiscire à 6 et 7 ans de réclusion, mais les acquitte dans l'affaire Mondadori pour insuffisance de preuves. Toutes les parties se sont pourvues en cassation. Une nouvelle loi votée par Forza Italia en janvier 2006 risque de rendre la décision de la cassation inutile. Le délit aura sans doute atteint la date de prescription. La fin justifie tous les moyens.